Donc, sincèrement, c'est un plaisir et un honneur donc, de faire ce séminaire avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier donc, Sébastien pour cette invitation. Donc, je m'appelle Colin Bonduelle et je suis donc, chercheur CNRS au laboratoire de chimie des polymères organiques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une approche dans laquelle on va regarder les protéines, s'inspirer des protéines pour réaliser la synthèse donc, de polymères. Donc ça va reprendre quelques aspects que Sébastien a présentés. Mais je voulais commencer cette présentation par un contexte un peu plus général, un contexte dans lequel finalement il y a une question fondamentale en sciences, en biologie, en chimie parce que je suis chimiste avant tout, qui est qu'est-ce que la vie, d'où vient la vie, et en particulier à partir de cette observation qui a été faite il y a déjà très longtemps, qui est que la vie, pour se reproduire, a besoin d'elle-même. Et donc c'est clairement un défi pour un chimiste tel que je suis, de voir que pour l'instant, ce n'est pas possible en utilisant la chimie de reproduire cette propriété spécifique qu'on peut appeler le vivant. Néanmoins, avec une vision chimique, on peut considérer que le vivant il est composé de 4 composantes essentielles. Sébastien l'a déjà en fait présenté. Une composante qui va être le métabolisme, la fonction, qui va être supportée donc par chimiquement des macromolécules, des polymères naturels, les protéines, qui vont venir intimement donc, interagir avec une autre composante qui est l'information, l'hérédité, supportée par un autre type de macromolécules que sont les acides nucléiques. Et finalement, tout ça va être orchestré à la fois de façon dynamique, temporellement et spatialement, par des phénomènes de compartimentalisation et grâce à un solvant qui est l'eau. Finalement, la vie, ça recoupe globalement ces 4 composantes. Et il y a une formule magique qui permet donc d'obtenir cette caractéristique. Alors la chimie, elle ne peut pas reproduire encore ce vivant, mais par contre, elle peut s'en inspirer pour concevoir les molécules d'aujourd'hui et de demain. Et c'est l'objet donc de cette présentation. Et du coup, je vais être un peu réductionniste ici en considérant le vivant simplement comme un matériel, et avec un matériel qui va avoir du coup des propriétés spécifiques par le fait que ça vient de ce monde vivant. Donc, quand on parle de matériaux, on parle de différentes dimensions. On parle de briques élémentaires, et des briques élémentaires qui sont par exemple des briques élémentaires à l'échelle chimique, mais aussi à des échelles beaucoup plus larges, en particulier des organelles, des fibres, etc., des organismes. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les matériaux vivants se distinguent par des caractéristiques spécifiques, et en particulier ces 6 caractéristiques. La première, c'est des systèmes qui sont auto-organisés, en particulier dans des organisations qui vont être hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des domaines d'organisation à différentes échelles. Ce sont des systèmes aussi qui sont multifonctionnels, ça veut dire que chaque brique élémentaire va pouvoir avoir différentes fonctions. En retrouvant donc les protéines dont on a parlé, une protéine, c'est une macromolécule qui va pouvoir avoir différentes fonctions dans une cellule. C'est des systèmes donc, qui sont hydratés, ça c'est très important. Le solvant joue un rôle vraiment fondamental dans les propriétés de ces systèmes, qui sont capables d'évoluer, donc ça c'est une propriété très fascinante, très difficile à reproduire pour l'instant, et qui sont obtenues dans des conditions douces. Donc ici, je voulais me concentrer en fait sur une de ces briques élémentaires, finalement l'échelle à partir de laquelle on commence à avoir cette propriété qu'on appelle le vivant, une cellule. Ici, une cellule simple, prokaryote, une bactérie. Et en fait, simplifier ce système comme étant un sac donc rempli d'un solvant qui est l'eau et rempli de produits chimiques. Ici, c'est le pourcentage approximatif massique que l'on trouve dans une bactérie, 30% de produits chimiques. Et en fait, si on zoome, si on regarde plus précisément cette chimie, on constate que la plupart des molécules que l'on trouve sont des macromolécules. Sont en fait de ce qu'on appelle des polymères naturels. Donc ici, je vais me concentrer sur les protéines. Pourquoi ce sont des polymères? Parce que ça répond à cette définition fondamentale du polymère qui est plusieurs fois la même unité qui est répétée. Et par exemple, dans une protéine, comme Sébastien l'a dit, il y a une unité acide aminé, alpha-aminé ici, qui va être répétée plusieurs fois. C'est donc un polymère. Naturel certes, mais un polymère. Donc, les protéines, c'est un polymère particulier, puisqu'il est en charge de la fonction. C'est un polymère particulier aussi par rapport à des polymères de synthèse qu'on produit depuis déjà plusieurs dizaines d'années,
puisque le vivant contrôle parfaitement la séquence de ce polymère. On reviendra sur ce principe de séquence dans ce séminaire, et aussi contrôle parfaitement la taille de ce polymère. La synthèse qu'a montré Sébastien avec le ribosome. Il y a aussi une organisation locale de ces polymères, les fameuses structures secondaires, hélices, feuillets, qui aboutit donc à une structuration globale de la macromolécule. C'est le repliement des protéines, finalement en nanoparticules d'acides aminés, qui vont, elles, supporter donc la fonction des systèmes vivants. Alors, ce qui est intéressant avec les protéines, c'est que finalement, le vivant s'en sert pour présenter différents types de structures à différentes échelles. On peut voir, par exemple, ici, différents types de protéines qui ont été cristallisées, donc qui sont toutes référencées dans le Protein Data Bank. Il en existe des milliers de différentes. Donc, c'est vraiment un outil comme un Lego pour les systèmes vivants, pour aboutir à toutes ces structures. Mais c'est aussi un outil pour aboutir à beaucoup de fonctions différentes. Et alors ici, il y a un point qui, pour moi, est vraiment très intéressant, c'est qu'on parle d'un polymère, certes naturel, mais d'un seul polymère, avec un nombre limité, finalement, d'unités monomères, mais qui est capable d'adresser plein de fonctions différentes. C'est-à-dire, un seul et même polymère est capable d'avoir une activité catalytique, de transférer des électrons, de réguler le pH, etc. Donc il y a vraiment une source d'inspiration derrière cette perfection-là, et qui certainement est bénéfique pour concevoir les polymères de demain. Donc ici, il y a un choix qu'on va faire, en fait, et je vais le présenter dans les slides qui arrivent, un choix de chimie qui est qu'on va concevoir, nous, des polymères à partir des mêmes unités monomères qui sont les acides aminés. Parce qu'on pense que ce choix est très important dans les propriétés qui sont donc obtenues dans le cas des systèmes vivants. Ici, je vais me concentrer sur un mot-clé ici, qui est le fait que dans les organismes vivants, les protéines sont séquences contrôlées. On a parlé tout à l'heure dans le jeu des questions-réponses de l'importance de la séquence, et donc je vais précisément revenir sur cette séquence, et en particulier en présentant d'abord donc cette polymérisation par ouverture de cycle, que Sébastien a déjà présenté, et dans laquelle on voit qu'on a une approche de synthèse en polymérisant, donc c'est N-carboxyanhydride, où en fait on va avoir des analogues simplifiés dont on va perdre cette information essentielle, cette séquence. Finalement, si on a un acide aminé, on va avoir ce qu'on appelle un homopolymère, c'est-à-dire le même acide aminé qui va être répété plusieurs fois, dans une population de polymères dont on va avoir une distribution de taille. Et si on mélange plusieurs monomères, on va avoir ce qu'on appelle des copolymères, où on va avoir une distribution des monomères qui va être statistique, aléatoire, dans la chaîne de la macromolécule. Donc on est quelque part très éloigné du modèle originel de la protéine, qui est de vraiment un contrôle spécifique à chaque point du polymère de la séquence. Alors, évidemment, on peut comparer ces polymères aux protéines. On peut aussi comparer ces polymères donc, aux autres polymères de synthèse. Et ils se caractérisent, ces polypeptides, quand on les compare aux autres polymères, par le fait que ce sont des polymères très fonctionnels. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'informations chimiques, néanmoins, même si on n'a pas cette séquence, dans la structure même du polymère. La première information chimique, c'est les liaisons peptidiques. Et les liaisons peptidiques qui peuvent être d'ailleurs hydrolysées. Ensuite, il va y avoir les centres chiraux, et ça, la chiralité a une importance forte, en fait, avec ce type de polymère. Et donc, il y a eu aussi une question là-dessus, toutes les chaînes latérales d'acides aminés qu'on peut incorporer dans cette chimie pour concevoir les polymères. Ce qui est intéressant aussi avec cette réaction de polymérisation, c'est qu'on va pouvoir implémenter très facilement l'ingénierie macromoléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant cette étape de synthèse, donc c'est en une seule étape, on met un monomère, un amorceur et on obtient un polymère. On peut faire varier la topologie, c'est-à-dire avoir des polymères linéaires de différentes tailles, mais aussi avoir des polymères branchés en une seule étape ou des polymères macrocycliques, etc. Donc c'est vraiment le jeu de choisir le bon amorceur par rapport au monomère qui permet d'aboutir à toutes ces structures. Donc finalement, si on revient à la séquence, ici on va avoir les protéines, donc avec des tailles toutes les mêmes, avec des séquences qui vont être toutes les mêmes. Et quand on va faire une réaction de polymérisation, ce qu'on va comparer, ce qu'on va mettre en face, c'est ici une distribution de monomères et une distribution de taille. Donc,
quelque part, on a des modèles simplifiés ici, on a des modèles imparfaits. On pourrait avoir une première idée qui est qu'il faut travailler davantage sur la polymérisation, essayer d'améliorer donc notre connaissance en chimie, faire comme la cellule, pour finalement aboutir à ces mêmes structures. Mais on peut aussi prendre l'opportunité d'avoir ces analogues simplifiés pour se poser la question finalement, dans ces protéines, est-ce qu'on a toujours besoin de cette séquence compliquée pour aboutir aux propriétés que l'on veut valoriser? Et donc c'est plutôt cette opportunité-là que je voudrais vous présenter aujourd'hui à travers deux exemples précis. Finalement, à travers cette question, est-ce que la séquence primaire des protéines est toujours à l'origine ou responsable de leurs propriétés structurales et fonctionnelles? Alors le premier exemple, c'est les peptides antimicrobiens. Donc c'est un contexte biologique particulier, la microbiologie, dans laquelle les bactéries vivent finalement en société, communiquent entre elles, avec des stimulus qui sont par exemple des molécules chimiques, elles s'envoient pour croître ensemble, pour aller dans la même direction, mais aussi pour combattre des molécules, des bactéries qui vont être des ennemis, et en particulier pour combattre ces ennemis, la synthèse de peptides spécifiques qu'on appelle les peptides antimicrobiens. Alors ici, je vais revenir sur la définition de taille qu'a donnée Sébastien. En fait, ces peptides antimicrobiens peuvent être vraiment des protéines, il y a différentes tailles possibles, ce n'est pas forcément de très petites molécules. En tout cas, elles ont toujours le même mode d'action qui est qu'elles vont venir déstabiliser les membranes de certains types de bactéries tout en préservant les membranes d'autres types de bactéries. Et évidemment, les bactéries qui ont sécrété ces peptides antimicrobiens. Donc c'est une grande famille de peptides. Pour l'instant, il y en a plus de 4000 qui ont été recensés, qui ont un certain nombre de propriétés communes, de caractéristiques structurales, et en particulier, ce sont des séquences peptidiques qui sont principalement constituées d'acides aminés cationiques, c'est-à-dire chargés positivement, et d'acides aminés hydrophobes. Ici, avec des exemples d'acides aminés cationiques ou hydrophobes. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que ces peptides antimicrobiens, effectivement, ont une activité de déstabilisation membranaire qui explique leur activité antimicrobienne, soit par le fait que cette perturbation membranaire aboutit directement à la lyse des bactéries, soit par le fait qu'elle permet donc l'entrée de ces peptides antimicrobiens dans la bactérie, et il va y avoir une association entre ces peptides antimicrobiens et les acides nucléiques qui explique leur activité. D'un point de vue plus chimique, si on s'intéresse à cet effet de déstabilisation membranaire, en fait, on retrouve deux types de bactéries, on appelle les bactéries gram-positives ou gram-négatives, et dans les deux cas, on a une membrane phospholipidique qui est constituée donc de lipides chargés négativement. Pas uniquement de lipides chargés négativement, mais qui en contient un certain pourcentage, et ce pourcentage varie en fonction des bactéries. D'un autre côté, on va avoir les peptides antimicrobiens qui sont finalement des tensioactifs, en combinant ces cations, ces charges positives et ces segments hydrophobes. Et il va y avoir un match particulier entre certains peptides et certaines membranes qui aboutit donc à cette déstabilisation membranaire avec un effet tensioactif quelque part qui va être spécifique. C'est pourquoi on a certaines bactéries qui sont déstabilisées et d'autres qui ne le sont pas. Il suffit juste de contrôler ici quelle quantité de charge on va mettre et quelle quantité d'hydrophobicité on va mettre pour déstabiliser son voisin. Alors la question ici qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une séquence spécifique pour aboutir à cet effet tensioactif qui va être sélectif? Et ici, en prenant le problème, on peut, par exemple, par une réaction de polymérisation, mélanger des charges positives, donc des résidus cationiques, avec des résidus hydrophobes, par une simple réaction de copolymérisation. On va mélanger aléatoirement donc ces deux types de fonctionnalités. Donc on va faire des copolymères, et ici on va comparer finalement ici une distribution de polymères en taille et en composition à des peptides ici qui sont contrôlés. L'intérêt de l'approche polymère, c'est qu'on va avoir un accès simplifié, une seule étape. On peut contrôler la taille comme on veut, le pourcentage de résidus juste en changeant le ratio ici du pool de monomères qu'on utilise. On a de très gros rendements de production et on a un prix de production qui est relativement faible. On a aussi un principe qui est un principe de formulation. Et finalement, on va voir la réaction de polymérisation comme un moyen de formuler pour trouver les bons ratios qui permettent de tuer tel ou tel type de bactéries.
Donc dans ce cadre, on a travaillé ici avec l'Institut Pasteur et sur une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile. Donc c'est une bactérie qui est un peu particulière parce qu'elle fait partie de ces quelques bactéries qui sont capables finalement de sporuler, c'est-à-dire de créer un état dormant très résistant et qui va attendre le bon moment pour réémerger. Et donc ça a l'origine de maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Et c'est aussi un gros problème aussi d'élimination de spores. Il y a des traitements, mais ils sont assez coûteux. Il y a beaucoup de rechutes. Enfin, il y a une grosse problématique infectiologie, et notamment par le fait qu'il faut contrôler cette apparition de spores. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette apparition de spores, elle est très liée à l'état, l'intégrité de la membrane de Clostridium difficile. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, il y a relativement peu d'études qui ont été menées pour l'instant sur le fait d'utiliser des déstabilisateurs, pour le coup qui pourraient être spécifiques, de la membrane pour déstabiliser ces bactéries et empêcher la sporulation. Donc ici, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire. On a mélangé deux acides aminés, cationiques et hydrophobes. On a fait varier, par exemple, ici, les résidus hydrophobes. Et ce que vous pouvez voir, c'est ici, donc, c'est une échelle en vert qui correspond à une activité qu'on peut avoir sur Clostridium difficile. Ici, différents pourcentages de l'unité hydrophobe dans le copolymère. Et on va avoir d'un coup une activité spécifique à ce pourcentage-là et avec ce résidu hydrophobe. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que sans contrôler une séquence, juste en formulant les deux acides aminés, on est capable spécifiquement d'adresser cette déstabilisation membranaire sur Clostridium difficile. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une approche qui est finalement assez peu développée, et alors qu'elle est facile à mettre en œuvre, et elle permet d'envisager de nouveaux types de pharmacophores, en fait, des pharmacophores macromoléculaires qu'on va adresser par chimie des polymères, où on va changer la taille, par exemple, de la macromolécule. Bon, les résidus cationiques peuvent être différents, même formulés. Les résidus hydrophobes, on l'a vu. L'amorceur qu'on utilise aussi peut avoir une influence sur cette activité. Et finalement, on va sélectionner les bons composés en regardant l'efficacité contre Clostridium difficile, en la comparant du coup à des cytotoxicités. Donc on a été assez chanceux puisqu'on a réussi, donc, il y a eu un brevet, même 2 brevets, on a réussi à faire des composés qui étaient aussi actifs que des peptides antimicrobiens en utilisant cette approche de polymérisation et qui ont montré donc des activités jusqu'à in vivo. Donc c'est des études qui sont en cours mais qui montrent qu'effectivement dans certaines approches, on peut aller au-delà de la séquence et finalement le polymère, même s'il ne reproduit pas la séquence parfaite des protéines, peut adresser le même type de propriétés, par exemple ici, des activités antimicrobiennes. Donc c'est ici que je voulais vous présenter mon deuxième exemple de cette approche de polymérisation comme un moyen de mimer les protéines, inspiré par les protéines, en revenant donc à ce modèle de protéine qui est donc ce repliement tridimensionnel, donc cette macromolécule capable de former des nanoparticules d'acides aminés. Finalement, ce repliement qui met en jeu des structures secondaires, on voit ici les hélices, les feuillets, qui viennent se replier dans cette structure tertiaire. Et ça, c'est vraiment l'image qu'on a globalement d'une protéine. En fait, c'est une image qui est un peu fausse et qui vient du fait que les protéines ont beaucoup été étudiées jusqu'à récemment par la cristallographie au rayon X, par des études structurales en fait. Mais on se rend de plus en plus compte que, en fait, dans le vivant, une grosse partie du protéome, des protéines, ne sont pas structurées. Elles sont passées un peu sous le radar, mais on commence à les découvrir de plus en plus, parce que justement, on n'était pas capable de déterminer leur structure par des caractérisations. C'est ce qu'on appelle les protéines intrinsèquement désordonnées. Vous allez avoir le cours de Sébastien la semaine prochaine sur le sujet, et c'est un domaine dans lequel il devient très important de considérer aussi le monde des protéines. Pourquoi ? Parce que ces protéines, elles adressent beaucoup de problématiques structurales et fonctionnelles au niveau des organismes vivants. Par exemple, elles permettent d'introduire des phénomènes de gel au niveau des organismes vivants, des séparations de phases très importantes. On a parlé tout à l'heure qu'une composante des systèmes vivants, c'était la compartimentalisation. Ce type de protéine va médier ce type de compartimentalisation. Et il va y avoir aussi tout un domaine de propriétés mécaniques spécifiques de ces protéines qui vont être viscoélastiques, des élastomères en fait, de protéines. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on découvre que ces protéines, qui n'ont pas ces structures-là, elles ont des propriétés qui vont être plus proches de certains polymères qu'on connaît, plutôt type élastomère,
polymères de synthèse qu'on travaille depuis des décennies. En particulier, ici, je vous présente une protéine qui est en fait une protéine recombinante qui est adaptée d'une protéine naturelle qui vient donc de la peau, l'élastine, et en fait qui correspond à un pentapeptide, valine, proline, glycine, un résidu invalidé et glycine. Vous allez revoir cette protéine, je pense, la semaine prochaine. Et ce qui est intéressant, c'est vous répétez ce pentapeptide plusieurs fois dans la séquence de la protéine. Vous obtenez une protéine qui n'est pas structurée ici, mais qui va avoir une propriété spécifique qui s'appelle une propriété LCST. Alors, qu'est-ce que c'est la propriété LCST? C'est le fait que vous allez avoir une protéine qui est soluble dans l'eau. Quand vous allez chauffer, vous allez l'agréger. Alors ça, c'est une propriété qu'ont à peu près toutes les protéines. Par contre, dans le cas de cette protéine intrinsèquement désordonnée, ce processus est réversible. C'est-à-dire que quand vous allez refroidir, la protéine va se resolubiliser. Alors que normalement, quand les protéines se dénaturent, le processus est irréversible. Et en fait, ce phénomène-là, vous allez pouvoir le répéter autant de fois que vous voulez. Ça en fait un polymère intelligent qui peut amener beaucoup de propriétés. Vous verrez ça dans un prochain séminaire. Ici, la question qui se pose, c'est de savoir si cette séquence, elle est vraiment nécessaire à cette propriété de LCST. Et donc, il y a beaucoup de problématiques. C'est quelque chose qui a été regardé dans la littérature. Ici, nous, ce qu'on a fait, c'est simplement de regarder un homopolymère. On va prendre une seule de ces briques, qui est la proline. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour comparer si cet homopolymère est capable d'avoir cette même propriété. Alors pourquoi on a choisi la proline? En fait, la proline, c'est un acide aminé assez particulier puisqu'il autorise sur les liaisons peptidiques ce qu'on appelle une isomérisation entre une liaison peptidique qui va être cis ou une liaison peptidique qui va être trans. Et ça aboutit à deux types d'homopolymères. Un homopolymère polycis qui ne va pas être soluble dans l'eau et un homopolymère polysens qui, lui, va être soluble dans l'eau. Donc, étant donné cette différence de solubilité, on peut se dire qu'avec cette histoire de chauffage, on va pouvoir avoir cette réversibilité donc, de propriétés de solubilité. Le problème, jusqu'à maintenant, c'est qu'en prenant ce N-carboxyanhydride spécifique de la proline, il était très difficile d'aboutir à un vrai polymère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en particulier par le fait que la conformation qui n'est pas soluble dans l'eau, elle n'est pas soluble aussi dans de nombreux solvants organiques, et qu'elle freinait finalement la polymérisation. Et en fait, on a la chance, donc la personne qui va parler après moi, Hua Lu, c'est la personne qui, il y a 2 ans et un peu plus, a montré qu'en rajoutant de l'eau dans le milieu réactionnel, de cette polymérisation, alors que normalement les N-carboxyanhydrides sont hydrolysés en présence d'eau, ici, on va avoir un effet très très fort d'amélioration cinétique de la polymérisation pour aboutir finalement à l'autre conformation parce qu'on a ce milieu aqueux. Et on passe de plusieurs jours de polymérisation à quelques minutes de polymérisation parce qu'on est dans l'eau. Alors pourquoi on a ce phénomène-là? On a ce phénomène-là parce que finalement, cette conformation polyproline 2, elle matche parfaitement les distances d'une molécule d'eau. Et en fait, la molécule d'eau vient ici faire une sorte de gabarit qui va aider le phénomène de polymérisation. Et comme la cinétique devient très importante dans ce cas-là, l'hydrolyse est beaucoup moins puissante en termes cinétiques et donc n'a quasiment pas lieu. Alors c'est une réaction très intéressante, elle se produit en quelques minutes. Ici, très facile à mettre en œuvre, on prend le N-carboxyanhydride, on prend un amorceur, vous vous rappelez, ce qui va créer la polymérisation. On met de l'eau dans le milieu, ici on choisit comme solvant l'acétonitrile, et on obtient un polypeptide. On voit pendant la polymérisation le dégagement de CO2, puisqu'on perd du CO2 quand on a l'ouverture de cycle, et on obtient donc un polymère. On a choisi ici un degré de polymérisation de 100, ça veut dire qu'on fait un polymère, un polypeptide avec 100 unités proline. On caractérise le polymère, je ne vais pas revenir sur ces caractérisations que vous les présentez, mais rapidement, elles permettent de vérifier qu'on a la bonne masse, qu'on a le bon amorçage, ici des études RMN, chromatographie d'exclusion stérique et Melditov. On regarde, on a mis le polymère du coup degré 100 en solution aqueuse, et ce qu'on voit, c'est qu'on le chauffe et on voit apparaître une turbidité. On a bien du coup, avec ce polymère, l'apparition donc d'une perte de solubilité. On peut mesurer ici la transmittance ou l'absorbance, ici on choisit comme longueur d'onde 550 nanomètres, en fonction de la température. Ici on a une solution du polymère à 5 mg par millilitre, et on voit qu'on a un point de trouble ici qui montre cette transition du soluble vers l'insoluble. Alors, comme dans le cas des élastine-like polypeptides,
en fait, on s'attend à une resolubilisation au voisinage de cette température de trouble. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce polymère et qui était non attendu, c'est qu'on a cette température de resolubilisation qui se trouve beaucoup plus basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on a un phénomène d'hystérèse dans ce processus, ce caractère LCST qui est apporté par le polymère. En essayant de reproduire les protéines, on fait apparaître cette propriété, et finalement une propriété qui a été assez peu vue et assez peu développée dans le cas des polymères de synthèse. Alors pourquoi on a cette hystérèse? Déjà, que veut dire cette hystérèse? Ça veut dire que par exemple, vous avez votre polymère à 40 degrés ici, qui est soluble, mais s'il est chauffé au-dessus du point de trouble, à 40 degrés, il va devenir insoluble. Ça veut dire qu'en fait, à la même température, le composé peut être soluble ou insoluble, en fonction de l'histoire thermique qu'il a rencontrée. Alors, la première chose qu'on a regardée, c'est si la concentration avait un effet. On voit que la concentration a peu d'effet. Ici, en rouge, on a les températures qui correspondent au point de trouble. Ici, les températures de resolubilisation. Par contre, ce qui a un effet ici, ce qu'on voit, c'est la taille du polymère. On voit qu'il faut au moins 20 unités, ici c'est le nombre d'unités, pour avoir cet effet, et qu'à partir de 20 unités, on observe cette propriété. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la séquence, dans cet exemple précis, il y a une propriété quand même importante des protéines, des polypeptides, qui est la taille. Au-delà de la séquence, la taille aussi joue un rôle dans la propriété que peut avoir un polypeptide. Ici, on le voit clairement. Une autre étude qui a été intéressante aussi, ça a été de mélanger les chiralités des monomères entre eux, en prenant la chiralité L, on fait toujours des polymères homochiraux, mais ici, on a fait des polymères hétérochiraux. On a pris le même acide aminé, mais avec deux chiralités différentes. On voit ici qu'on peut avoir un polymère que L, 100%, ou que D, 100%. Ici, c'est une étude de dichroïsme circulaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous permet de mesurer cette chiralité. Et en fait, quand on copolymérise les deux monomères, on perd petit à petit la chiralité L en l'enrichissant en D, jusqu'à 50%. Et en fait, les études de solubilité, de LCST, nous montrent qu'il nous faut un polymère homochiral pour avoir la propriété. Donc le deuxième message, c'est celui-là. D'abord, il nous faut un polymère qui soit suffisamment long, la taille compte, mais aussi la chiralité compte. Et en fait, c'est deux caractéristiques qui sont aussi importantes dans le monde des protéines et que des fois, on a tendance à oublier. On parle beaucoup de la séquence, mais on oublie qu'il y a l'homochiralité et il y a aussi la taille qui compte. Alors, concernant la conformation, je vous ai dit tout à l'heure, on a fait le choix de la polyproline sur ces deux conformations, une soluble, une pas soluble. On les retrouve ici en dichroïsme circulaire. Finalement, c'est des traces représentatives, c'est comme des empreintes spécifiques de ce type de conformation dans le dichroïsme circulaire. Ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a une empreinte qui n'est pas celle qu'on attendait et qui correspond donc à cette polyproline qui s'agrège en solution. Donc ça, c'est une polyproline 3 qu'on n'a pas encore bien comprise et sur laquelle on est en train de travailler. Voilà, donc là, j'arrive à la conclusion donc, de cette présentation. C'était le deuxième exemple. Bien sûr, c'est fondamental, mais l'idée derrière, c'est de tirer profit, par exemple, de cette hystérèse pour aller vers la formulation d'hydrogel ou de nanomatériaux avec cette propriété, cet effet mémoire. Donc, au final, je voulais vous montrer ici, avec ce séminaire, qu'on pouvait simplifier un système grâce à cette approche de polymérisation, et même si on le simplifiait, ça pouvait avoir des intérêts d'un point de vue coût, d'un point de vue processabilité, et puis ça permet aussi de produire des polymères, des fois avec des propriétés inattendues, grâce à cette inspiration qui vient des protéines. Donc, je voulais remercier les différentes personnes qui m'ont aidé dans ces deux exemples précis, avec l'Institut Pasteur, Pierre Verhaeghe et Bruno Dupuis, et sur les travaux donc, concernant la polyproline, Elisabeth Granger et Sébastien Lecommandoux. Je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. First of all, I would like to thank Seb for the candid introduction, although I don't understand anything. And thanks for the invitation. Today I will talk mostly about the synthesis and touch a little bit on the biomedical application of polypeptides and polypeptoids. So to be clear, what is polypeptide? Thanks to Seb and Colin, I think I don't have to do this introduction. However, polypeptoids, what is polypeptoids? Is that the nitrogen of polypeptide is substituted with an alkyl group. For example, this polysaccharine. Saccharine is a natural amino acid, but it's not it's not participated in
protein synthesis. So it's a metabolic intermediate of glycine. So by substitute with nitrogen with alkyl group, you have no hydrogen bonding. So the NCA chemistry is quite old. It's more than 120 years old. So it has a lot of potential, and particularly in biomedicine. However, despite those great promises, the field is yet underdeveloped. And even though the chemistry is so long, actually the industrial production of polypeptides has not been going very well. At least to my best knowledge, currently you can only do kilogram scale for the polypeptides. Can we do great scalability? So I think there have been some fundamental synthetic challenges there preventing the broader application of those very interesting and important materials. For example, the NCA chemistry is well known for its, it's very tricky. You need a very sophisticated skill to handle the moisture-free conditions. And during the workup of the NCA, it often decomposes, and you have, if the monomer is not pure enough, you get a trash during the polymerization. And often, you have to protect the side chain groups. This is true also for the solid phase peptide synthesis. Other limitations include that the ring opening polymerization process is also tedious, and you have sometimes you have very limited control of limited molecular weight. Only can produce linear topology, and the throughput of the synthesis is pretty low. So to address all these challenges, we are determined to develop methods that can make the whole process more robust and greener. And we want to develop conditions and reagents or methods that can completely abandon dry solvents, glove box, and eventually we want to make the desirable polypeptides or polypeptoids with any molecular weight, with low dispersity, and even with sequence control, and with different topology in the end, so that the materials can be affordable, precise, and controllable. And we are fortunately not the only team with this mindset and with this goal. There have been significant contributions during the past decade, towards this goal. Just to name a few, the emulsion opening polymerization at the interface of dichloromethane and water, which take advantage of the helical rod formation and have this self-acceleration effect. One of my favorite examples is made by Lecommandoux and Bonduelle, which they developed this ring opening polymerization induced self-assemble strategy that can do the polymerization in pure aqueous condition and to obtain the desired nano morphology. Due to the time limitation, I will skip those other developments. So we envision that the synthesis of polypeptides, the monomer synthesis is actually the core and also the bottleneck, because the monomer is so difficult to make, and then the ring opening polymerization is also very difficult. So that the way of making the monomer has to be changed. And we did some model study, and we realized that why the NCM synthesis is so moisture sensitive. And the answer is that if the monomer is pure enough, it is actually much more stable than the crude product. And the reason is because the byproduct during the NCA synthesis, the hydrogen chloride, played a catalytic role to decomposing the NCA in the presence of water. And the hypothesis
we have is that if we can instantaneously remove those hydrogen chloride during the NCA synthesis, then we have enough kinetic resolution to withstand water in the solvents or in the air so that we can make the NCA monomer synthesis to be moisture tolerant and in open air. To do this, we need to find an ideal hydrogen chloride sandwich. Remember that we cannot use base, or at least it's not the ideal case, because base can depronate NCA and initiate NCA polymerization. So you have a lot of side reactions if you add a base, and it's also difficult to purify during the workup. So we screened and eventually found that a very cheap and common reagent, propylene oxide, as a super efficient and real-time quantitative, non-basic scavenger of hydrogen chloride. As you can see, the reaction is super fast, much faster than the common hydrogen chloride scavenger, Pioneer. And this PO and its reopened byproduct is very easy to remove. So by the addition of this new compound, we can make the NCA synthesis in normal solvents and open air. The method has very good generality. So we have tested more than 50 different monomers. They all work pretty well. It also has very good scalability. So this example is not made by me, but by my colleague, Professor Hua Lu at the Changchun Institute of Applied Chemistry. So in this study, he used completely industrial-scale reagents and solvents, and then can make 1.5 kilogram of the NCA monomer in pretty high yield, and then he eventually get the desired polylysine. But what excites me the most is that we found that the method has very good functional group tolerance. So previously, as I mentioned earlier, all these such reactive groups have to be protected. Otherwise, you cannot get the monomer synthesized. However, with this method, because we can make the condition much milder, we can obtain those monomers bearing various different reactive groups in the side chain. For example, the hydroxy group, the side groups, and the carboxylic acid groups. So we are very excited, and the question we ask is, can we polymerize these monomers as usual? The answer is, of course, very, very challenging, because you have to minimize the interference of those reactive groups to the chain propagation. However, we also see a huge potential here if we can take advantage of those reactive groups and then somehow make it to collaborate with the chain propagation. We may be able to create unprecedented new structures out of these monomers. Of course, we can also, by avoiding the protection and deprotection group steps, we can greatly improve the reaction efficiency and the atom economy. So just to show you a few examples. Polyglutamic acid is a very important biomedical polymer and also very useful in food chemistry, in food industry and cosmetic industry. Currently, however, there are only gamma polyglutamic acid has been used in industry, but it's produced from fermentation. The alpha glutamic acid has not been industrialized. And you can see from the Sigma Aldrich website, it's very expensive. 1 gram is more than 2,000 euros. And the reason is because you have a lot of, you have more than 4 steps during the synthesis. You have to use dry solvents, use very harsh conditions to do deprotection. However, we found that we can, starting from this commodity, very cheap commodity compound, within 2 steps, very high yield, we can produce these very important polymers in the lab at more than 200 gram scales.
and the cost is less than €1 per gram. Let's look at another example, which has a side group. By the way, whoops. Sorry, it's freezed. So by the way, we were surprised that we can even get the polymerization going on when you have so many side groups, carbonic acid in the side chain, because the chain propagation center is an amine. So we even noticed that at certain monomer to initial ratios, the polymerization seems to be accelerated. So which I get back to this point later. So this example containing side groups in the side chain. And we found this monomer can easily undergo isomerization into these 5-membrane small molecules in high polar solvents. So if we want to polymerize this monomer, we managed the condition, and we found that by changing the solvent to dichloromethane, and we added the benzoic acid as an additive to minimize those isomerization side reactions, we can promote the polymerization ratio to 80% of this monomer and get the functionalize the polymer in one step. How about a primary cell? For example, this is cysteine NCA. You have a primary cell in the side chain which is super reactive. And in this case, this monomer is actually an enomer, so that we can co-polymerize this monomer with a regular monomer, and then we produce a hyperbranched polypeptide in one pot. And this polymer contains various functionalities, including the cell ester branching site and the side group, and also the terminal amine groups. So those examples are all involve nucleophilic side groups in the side chain. What about if we have an electrophilic group in the side chain? This is usually avoided because the chain propagation center is nucleophilic, it's an amine, so it can react with the electrophilic group in the side chain and then cause the chain termination. Here, we intentionally installed an electrophilic cell ester group in the side chain. And then we, through proper catalysis, we can manage to switch the chain end from the amine to a sial through this S2N-acyl shift reaction. And then by repeating this process, then we can make a polysial ester instead of a polypeptides from the NCA polymerization. Of course, we can also co-polymerize this NCA monomer with succinate, and then we can produce this copolymer containing cell ester randomly inserted into the backbone of polysuccine, so that we can increase the chemical degradability of this polysuccine and then produce this very interesting cyclic degradation product. Now I would like to switch gear to one of my favorite polymers, that is polypropylene. So thanks to Colin. So I think I don't have to talk about this PP1 helix and PP2 helix. However, what I want to draw your attention on the previous polymerization conditions in dry organic solvents and glove box. So as you can see, the reaction is super long. You get a milky PP1 helix solution. And if you want to use it, you have to do further workup to tune the PP1 into PP2 so that it can be water soluble. And the reaction is laborious, time consuming, and have very poor control. We accidentally found that if we do the reaction in a 50-50 acid nitrile and water solution, the reaction is super fast, finished usually in seconds or less than 5 minutes. And the control is quite improved. As you can see, the
the ACEC curves are pretty sharp. We can do chain extension. We can nicely control the unpredicted molecular weight up to 20 kilodalton, and the dispersity is usually below 1.2. And the multi-tough mass spectrum tells us that the polymer is, the intergroup is well defined with the initiator. The impact of doing the reaction in water is huge. We then tested the idea of using a protein as a macro initiator, because protein has a lot of surface amine because of the lysine residues. So we tested the idea of using this protein as the macro initiator to initiate the protein in-cell polymerization. And then we can produce this protein, the enzyme polyprotein conjugate in one step. The reaction has very high efficiency. As you can see here, there's no protein left. The modification, the efficiency is more than, is just 100%. So why we want to do this? This is because a lot of therapeutic enzymes, they have very high immunogenicity. And to use it in human body, you have to do the pegylation. And the pegylation has to be dense because you need to mask all the immunogenic epitope. However, if you do this reaction through this grafting-2 approach, the reaction efficiency is pretty low. However, this is a grafting-from approach. So you have very high grafting density. Even though the grafting density is very high, we found that luckily the conjugation didn't interfere with the enzymatic activity. And we can, in vivo, the polyprotein, because of its water soluble and it's neutral, so it can protect the protein and then give us a much extended half-life in the blood, and eventually give us very good anti-tumor efficacy. This is use the asparaginase as an example. In another example, we focused on the uricase, which is used to decrease the uric acid level in your blood for the for the chronic gout treatment. However, this enzyme is super immunogenic. Even though it's pegylated, in clinics you will find that gradually the pegylated uricase will develop anti-drug antibodies, and then the efficacy gradually decreased upon the repeated administrations. However, with this polyprotein conjugation, we found that you have no antibody developed after repetitive immunization, and the efficacy of the uric acid, the elimination was pretty much maintained even after 5 straight injections. And the reason we developed a primitive nano-urchin model to explain this. So you have a dense array of this rigid polyprotein on the surface. And this dense layer forms a very good physical barrier to prevent the immune system attack. However, it is not, it can still allow the small molecular substrate to penetrate into the catalytic pocket so that the enzyme can still maintain its activity. However, if you have a flexible peg on the surface, the cell or antibody can still manage to squeeze in and then to recognize the immunogenic epitope and then cause the antibody reactions. Back to chemistry. What is the role of the water during the ring opening polymerization of protein in CA? So we did a lot of experimental and theoretical calculations. We have evidence to show that water somehow participated in the reaction through the kinetic
isotope effect. But to cut the long story short, the DFT actually tells that the ring opening polymerization of protein NCA in pure organic solvent, the highest energy barrier is actually not the nucleophilic attack. Instead, it is during the decarboxylation step, there is this unfavored proton transfer geometry. And here, water acts as a proton shuttle, which facilitated the proton transfer and minimized the energy barrier by decreased the minimum energy barrier by 7.1 kcal per molar, which by calculation is about 10 to the 5th order of difference in kinetics. And then with this understanding, we then ask the question and recall that during the glutamic acid polymerization, we have carboxylic acid in the side chain. We can still get the polymerization going on. So we asked, can other proton shuttle catalysts, such as carboxylic acid, also facilitate the ring opening polymerization of NCA? The answer is yes. As you can see here, by adding the carboxylic acid in the reaction system, we can have up to 50-fold rate enhancement. And the rate enhancement is actually pKa dependent, depends on the pKa. And the DFT calculation also confirmed that the carboxylic acid indeed served as a proton shuttle during the nucleophilic attack and the decarboxylation step, the proton transfer. And by adding this catalyst, we can not only have accelerated speed, but also we can have ultra high molecular weight of polysaccharine, and the dispersity is usually below 1.1. So both the ring opening polymerization of pro-NCA in water and the carboxylic acid facilitated polymerization highlighted the key role of the proton transfer during the ring opening polymerization process, which has been largely not mentioned in the classical narrative of NCA polymerization mechanism. So we have recently summarized those recent progresses from our groups and other groups in this perspective, and that is newly online. And for those who are interested in NCA chemistry, hopefully, I hope you could find it helpful. So in the last couple of minutes, I would like to talk about the high-throughput synthesis of polypeptides for functional screening and discovery. So to generate a library of polymers, one strategy is based on these post-polymerization modification strategies, that you can generate a library based on one single precursor that you can ensure you have high reproducibility in the functional screening step. However, this method relies on highly efficient reactions. Specifically, you need to have highly efficient click reactions to ensure you have 100% quantitative, the grafting efficiency. But if you want to do this polymerization in automation, particularly for biomedical applications, the reaction can be done in water. This requires all the reaction component and the reaction product to be water soluble, so that the classic, click reactions does not fit this purpose, and we have to develop new chemistries for this purpose. So during the last 2 years, we have developed a highly efficient chemistry based on the seleno polypeptides. So basically, we can produce this water-soluble, and which is very stable and scalable precursor polymer containing this anionic selenonite, and then we can reduce the selenonite into a selenolate, which is highly nucleophilic in water towards pretty much every
electrophiles. So because the reaction is so efficient, we can use only 1.0 or 1.2 equivalent of modifiers to achieve quantitative modification. And we have tested more than 50 different examples of these different modifiers. They can all give pretty good grafting efficiency, quantitative, and modest to excellent yield. We then transferred the reaction from flask to a 96-well plate with the help of the liquid handling station and other robotic systems. We were able to realize the high-throughput synthesis in a way we can make up to 1,000 molecules in one day. And then we can do iterative function screening by the help of AI algorithms, such as the genetic algorithm or Bayes optimization. So here, for example, we want to develop a synthetic polyclonal antibody against a very important biomarker that is TNF-alpha. So through this optimization and screening system, we eventually identify some targets with desirable KD that is comparable to the commercial antibodies obtained from the immunization. And we also show that these polymers have the neutralizing ability in cell-based assay, so that we demonstrate those random sequenced polypeptides can possess specific functions like a protein, like an antibody. So with that, I would like to wrap up my talk by thanking my gifted students, hardworking students, and my collaborators, and the fundings. I would like to take any questions from the audience. Thank you all.